Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus. Le projet que je voudrais vous présenter est ambitieux. Il est quelque peu utopique, mais il soulève de grands espoirs. Cependant, il soulève de grands espoirs. Notamment, je le vois bien, dans la jeune génération. Moi, j'ai passé ma vie en tant que chercheur dans les forêts primaires des tropiques. Et donc, j'avais l'habitude qu'une forêt, ce soit une forêt primaire. Bon, je ne suis pas déçu du tout, d'ailleurs. C'est absolument passionnant et de toute beauté. Avec mon épouse, il y a eu un moment où il a fallu rentrer en Europe parce que nos enfants avaient l'âge d'entrer au lycée. Et donc je reviens m'installer à Montpellier et je découvre qu'il n'y a pas de forêt primaire en Europe. Il y en avait une en Pologne, Białowieża. J'ai eu la chance de la visiter il y a déjà une dizaine d'années, donc à l'époque c'était magnifique, ça se passait très bien. Et c'est pour moi des souvenirs absolument inoubliables, Białowieża. Parce que la forêt en elle-même est belle, et puis il y a la grande faune de la forêt primaire d'Europe avec des animaux incroyables. Tout le monde sait qu'il y avait des bisons aux États-Unis, mais rares sont ceux qui savent qu'on avait des bisons à peu près pareils en Europe. Eh bien, à Białowieża, on les voit, ces bisons. Ils ont d'ailleurs un rôle dans la forêt très utile. En marchant, on les croise, ils sont assis par terre, ils ruminent, j'imagine. Bon, ça va, pas de problème, on peut avancer. Quand vous le voyez se lever, et je crois que la plupart d'entre nous estimeraient que le moment de changer de route est venu. Mais cependant, j'ai jamais entendu parler de problème avec le bison d'Europe. C'est un animal vraiment calme. Faut pas l'embêter tout de même. Qu'est-ce qu'une forêt primaire? Parce que le problème, c'est d'en refaire une, enfin, de favoriser la renaissance d'une forêt comme ça en Europe de l'Ouest. Puisqu'on ne peut plus compter sur celle de Białowieża, qui est en train déjà d'être attaquée partout, la chasse a commencé, enfin bref, ça se passe très mal, et mes copains polonais sont horrifiés. Bon, moi je ne vais pas me battre avec la Pologne, c'est pas mon problème. D'ailleurs, l'Europe essaye de lui faire reprendre un peu ses esprits à Andrzej Duda, mais ça ne marche pas. Moi, je trouve que c'est mieux de favoriser la renaissance d'une forêt primaire, et tant qu'à faire, autant qu'elle soit plus proche de chez nous, on va faire ça en Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qu'une forêt primaire? C'est une forêt où il n'y a pas de traces d'activité humaine. Il a pu y en avoir dans le passé, mais elles ont disparu. Si la forêt n'est pas primaire, elle est secondaire, ça veut dire que les grands arbres sont partis pour le bois, et les grands animaux sont partis du fait de la chasse. Comment est-ce qu'on peut définir ces forêts? J'ai quelques points techniques, et puis je vous dirai après comment je fais moi. D'abord, c'est le maximum de fixation du dioxyde de carbone et le maximum de stockage de ce carbone atmosphérique, puisque les arbres sont beaucoup plus gros et beaucoup plus grands qu'ailleurs. Sur le plan floristique, sur le plan des plantes, je n'étais pas perdu du tout en Pologne, à Białowieża. Par contre, je ne savais pas que des plantes que je connaissais bien dans le bassin parisien ou dans la région d'ici pouvaient devenir à ce point géantes. Donc le maximum de fixation. Une forêt comme ça attire la pluie. Les forestiers le savent depuis très longtemps, quand il y a une couverture forestière suffisante sur une grande région, il pleut. Voilà. D'ailleurs, maintenant, on connaît le mécanisme de cette pluie, et donc on est tous d'accord sur cette pluviométrie induite par la grande forêt. Vous savez, avant l'arrivée de l'homme, il y avait une forêt primaire depuis la Bretagne jusqu'à Moscou et même au-delà. Elle a été défrichée,
a été, oui, exploitée, défrichée. Et généralement, on croit que les premiers qui ont exploité ça, c'était pour se procurer du bois ou pour dégager des terres agricoles. Mais des documents plus récents, qui viennent des ce qu'on appelait les moines défricheurs, nous apprennent que leur objectif numéro un, c'était d'arrêter la pluie. Il pleuvait trop, assainir le climat. C'était ça leur objectif. Ils ont peut-être été un peu trop loin dans ce domaine-là, mais c'est vrai que si on coupe la forêt, ben on diminue la pluviométrie, c'est comme ça. Les nappes phréatiques sont pleines dans une forêt primaire. Il faut savoir que les grands arbres, on a longtemps cru qu'ils avaient un pivot, mais nous savons maintenant qu'ils ont des dizaines, voire des centaines de pivots, et ça fait des drains verticaux qui amènent l'eau jusque dans la nappe phréatique. Donc là, vous trouvez des nappes phréatiques absolument pleines. La fertilité des sols, vous ne pouvez pas trouver mieux, je pèse mes mots, vous ne pouvez pas trouver mieux que sous une forêt primaire. D'ailleurs, toutes les forêts améliorent le sol, mais plus elle est vieille, plus le sol sera fertile. Quant à la diversité biologique, que ce soit les plantes ou les animaux, c'est là qu'on en trouve le maximum. C'est une espèce de source de biodiversité, cette forêt-là. Alors, si vous avez compris les problèmes écologiques auxquels nos sociétés ont maintenant à faire face, vous verrez qu'on est devant tout un tas de problèmes et que les solutions me paraissent être dans ce type de forêt. Bon. Alors, 70 000 hectares. Ça, c'est pas un choix arbitraire. J'ai pris modèle sur la forêt de Białowieża en Pologne. Ils ont 70 000 hectares de réserve intégrale et là-dedans, il y a toute la grande faune européenne qui se porte très bien. La durée va sans doute vous épater. Alors, 70 000 hectares, je précise que j'ai des collègues écologistes qui me disent « Mais tu es fou, c'est gigantesque, c'est monstrueux !» Non, pas du tout. Si vous faites le calcul, vous verrez que c'est un carré de 26 km de côté. Donc à peu près 100 km de tour. Bon, moi, ce que ça démontre, c'est que les petites surfaces qui ont été accordées jusqu'à présent aux travaux d'écologie, c'était beaucoup trop petit. Et ça explique pourquoi ça ne marchait pas. Voilà. Et puis, vous avez sans doute des références méditerranéennes comme moi. Si vous voyez les Baléares, il y a Majorque, qui est beaucoup trop grand, mais Minorque, c'est 70 000 hectares. Vous ne pouvez pas me dire que c'est trop grand, Minorque. Sur une carte de la Méditerranée, c'est un tout petit point. Non, il ne faut pas considérer ça comme gigantesque. Simplement, jusqu'à présent, les îlots de sénescence, de l'ONF ou des choses comme ça, c'est beaucoup trop petit pour valoir quoi que ce soit au point de vue écosystémique. Je ne dis pas que c'est inutile, mais ce n'est pas suffisant. Le temps long. Il ne faut pas se faire d'illusions. On peut attendre qu'une forêt secondaire, exploitée par l'homme depuis très longtemps, redevienne primaire, mais c'est long. Voilà, ça se compte en siècles. Alors je ne peux pas dire exactement le nombre, parce que ça dépend de l'âge de la forêt au départ. Mais supposez qu'on puisse s'installer dans une forêt de 300 ans, ça me paraît relativement probable, il faudra 7 siècles. Là non plus, ce n'est pas un choix, c'est la nature fonctionne à ce rythme-là. N'oubliez pas que dans des régions comme les nôtres, les arbres, ils poussent très peu dans l'année. Mars, avril, mai, juin. En ce moment, ils poussent. Enfin, ils terminent de pousser. Et puis en juillet, ça sera arrêté. Alors, ils fonctionnent comme arbres, bien sûr. Point de vue épuration atmosphérique et largage d'oxygène, il n'y a pas de problème. Mais ils ne poussent plus. Les seuls chiffres qu'on ait véritablement fiables, c'est la reconstitution de forêts primaires tropicales. La problématique est complètement différente parce que dans les tropiques, les arbres, je ne dis pas qu'ils poussent tout le temps parce qu'ils ont des arrêts
qu'ils s'imposent à eux-mêmes et qui sont fixés génétiquement, mais à tout moment de l'année, vous avez des arbres qui poussent. Donc c'est beaucoup plus rapide. Dommage qu'on ne soit pas dans les tropiques. Moi, c'est des régions que j'adore, et c'est là que je me sens le mieux. Un point important, c'est que ce projet a été immédiatement accepté par l'Europe, par la Commission européenne, et les Européens sont nos principaux supporters. Et il s'ensuit que le projet est transfrontalier. Ça a une conséquence, c'est que les 70 000 hectares, ça ne sera pas pour la France, ça sera 35 000 dans 2 pays voisins. Les 2 pays voisins, ça pourrait être la Belgique, alors avec les Ardennes belges, l'Ardenne belge, ils ne le mettent pas au pluriel, les Ardennes françaises et l'Ardenne belge, et voilà, là on trouve facilement 70 000 hectares, on est allé le vérifier plusieurs fois. Ou alors, une autre solution, ça serait transfrontalier avec l'Allemagne, les Vosges du côté français et la Rhénanie-Palatinat du côté allemand. Et là aussi, on trouve facilement des surfaces comme celles dont je vous parle. Donc c'est à la fois transfrontalier et évidemment transgénérationnel, puisque 7 siècles, voilà, si on démarre avec une forêt de 3 siècles, il faudra 7 siècles. Mais alors ça, au début, ça a affolé un peu les financiers. Mais je leur fais remarquer que le temps, il passe tout seul. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et il n'y a surtout pas besoin de le financer. Il suffit de le regarder faire. Ça les a un peu rassurés. C'est que, comme je l'ai dit, nos arbres poussent très peu dans l'année et qu'il va donc falloir du temps. En outre, les arbres qu'on va trouver au départ, que ce soit du côté franco-belge ou du côté franco-allemand, ce n'est pas ceux-là qui vont rester dans la forêt primaire, sûrement pas. C'est des arbres pionniers que nous allons trouver, c'est-à-dire des arbres qui poussent vite et qui vivent peu de temps, 1 siècle, pas plus. C'est très rapide pour un arbre. Et puis, avant que ces pionniers ne disparaissent, il va se mettre en place des post-pionniers, des arbres qui vivent déjà plus longtemps, des tilleuls, des frênes, etc. Et il va falloir, là aussi, attendre qu'ils vieillissent et qu'ils meurent et qu'ils laissent la place aux arbres de la véritable forêt primaire, qui est donc la 3e vague floristique. C'est comme ça qu'on voit les choses pour l'instant. Et puis, cette forêt primaire, il va falloir tout de même lui laisser le temps de grandir et de prendre la dimension d'une forêt. C'est pour ça que c'est long. Bon. Très intéressant le temps long. Moi, j'en veux beaucoup à mon pays, enfin à l'Europe en général, et aux États-Unis encore pire, d'avoir laissé tomber la notion de temps long. Je voudrais juste vous rappeler que nos ancêtres, quand ils commençaient la construction d'une cathédrale, eh ben, le personnage qui posait la première pierre, il était sûr de ne pas l'avoir finie. Des amis italiens me disent qu'il y a des cathédrales italiennes où il a fallu 5 générations pour que ça soit fini. Il n'empêche que ces monuments-là sont parfaitement homogènes. On a l'impression que c'est la même personne qui a tout fait. Bon, il va falloir retrouver cet intérêt pour le temps long. Vous avez sans doute remarqué qu'on mène des vies frénétiques en ce moment. Avec l'informatique, les télécommunications, les voitures, le sport, tout ça. La 4G, puis on nous emmerde avec la 5G, la 6G, et ça va s'arrêter quand? Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec ces fractions de secondes qu'on est censé gagner? Non, pour moi c'est totalement malsain. Moi je vais vous donner mon avis. Si on veut faire des choses vraiment belles et vraiment durables, il faut revenir au temps long. C'est comme ça que ça marche. En tout cas avec les arbres, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a aussi... Bon, je voudrais d'abord dire que ce projet, ce n'est pas uniquement un projet écologique. Ça doit profiter économiquement au territoire où on va finalement s'installer. Il n'est pas question de léser qui que ce soit. Vous comprenez bien qu'il y a des gens qui vont devoir changer d'activité. Les chasseurs, par exemple, il ne faudra pas qu'ils chassent dans notre forêt primaire, sinon c'est foutu.
Les coupeurs de bois, il va falloir qu'ils aillent aussi dans ce qu'on appelle la zone tampon, c'est-à-dire autour de notre parcelle centrale. Alors, pour l'instant, on est en train de discuter avec tous ces gens-là, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la forêt en question. On met sur la table les difficultés et bien, petit à petit, en discutant, on trouve des solutions. Les coupeurs de bois, ils ont l'habitude d'être dédommagés. Il y a déjà beaucoup de parcs nationaux où on a dû arrêter l'exploitation forestière, ben, on dédommage les gens, voilà. C'est pas vraiment un problème insoluble. Il y a aussi une question qui me tracasse depuis longtemps. Est-ce que nous autres, occidentaux développés, nous sommes, oui ou non, capables de vivre à côté d'une nature primaire sans la détruire? Si on regarde l'état de la planète jusqu'à présent, la réponse est non, nous n'en sommes pas capables. Et je trouve ça intolérable. Je voudrais tirer cette affaire au clair. Est-ce que nous sommes capables de profiter d'une nature particulièrement magnifique sans tout foutre par terre? Allez voir ce qui se passe au Brésil, allez voir ce qui se passe en Indonésie actuellement, c'est terrifiant. On n'est pas capable de se retenir. Je crois qu'il y a un sentiment qui est machiste. C'est-à-dire la haine de quelqu'un de fort vis-à-vis de faible. Voilà. L'arbre, il ne peut pas se défendre. Et en plus, si vous le vendez, vous allez vous faire rapidement une bonne fortune. Je dois vous dire que j'ai un ennemi personnel dans cette histoire-là, Aristote. C'est 25 siècles en arrière, donc on pourrait penser que c'est couvert par le temps, mais non, non. Aristote reste mon ennemi personnel, parce que c'est lui qui a dit « les armes ne parlent pas ». Il avait raison. C'est lui qui a dit « les armes ne marchent pas ». Il avait encore raison. Et donc, comme il avait raison jusque-là, on l'a cru pour la suite, et c'est là que ça devient très très scandaleux. Les armes, c'est une forme de vie inférieure, il n'y a aucun respect à avoir à leur égard. Par contre, dit Aristote, si vous pouvez faire fortune en les exploitant, n'hésitez pas, puisque c'est une forme de vie inférieure. Bon, je déteste cet homme-là. Non, je déteste parce que Aristote, il est très loin d'être oublié. Il a été récupéré par des églises et il est devenu quelqu'un de très important jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je ne veux pas être méchant, mais je pense que nos sociétés de maintenant, elles fonctionnent encore vis-à-vis des plantes sur les idées d'Aristote. Ça n'a pas grande valeur. Les animaux, il faut les respecter, mais les plantes, pouf. Le projet de territoire, c'est bien évidemment qu'il va falloir que ça bénéficie au territoire où ça va se poser. Alors, nous, on a une association loi 1901, donc on est des citoyens, comme tout le monde ici, et donc nous ne sommes pas habilités à dire on va se mettre dans les Ardennes ou dans les Vosges. C'est pas à nous de faire ça. C'est forcément au gouvernement. Il n'est pas question d'acheter quoi que ce soit, on s'adresse uniquement à des zones de forêt domaniale ou de forêt communale. Donc ça appartient au public. Et donc c'est du ressort d'une décision politique, voilà. On l'attend. J'espère que ça ne va pas être trop long. Il y a des indices que ça semble se préparer. Du moment qu'il ne s'agisse plus de réforme des retraites, c'est beaucoup mieux. Alors, je reviens à la forêt polonaise, à l'époque où elle tournait bien. Des milliers de visiteurs du monde entier pour voir cette forêt primaire d'une région tempérée. Les forêts primaires des tropiques, il y a beaucoup de gens qui y vont. Mais celles de régions tempérées, ça reste très mal connu. Et donc, il y a du tourisme, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de chercheurs que ça intéresse. Il y en a beaucoup qui sont déjà inscrits, sans même savoir où ça va se passer. Et donc ces gens-là, il va falloir les accueillir, les héberger, les faire dormir, les nourrir, etc. Et puis les chercheurs, il va falloir un minimum de laboratoire, enfin c'est pas très compliqué tout ça. Et puis,
qu'est-ce que j'oublie de dire? Ça ne sera pas du tout fermé au public, c'est très important. On nous a dit, mais enfin, il y a eu des médias mal informés qui ont dit, mais c'est une mise sous cloche, c'est une sanctuarisation, l'être humain n'y aura pas sa place. C'est totalement faux. Ça sera visitable. Les visites seront non seulement autorisées, mais favorisées. À une seule condition, c'est qu'on n'abîme pas ce qui entoure le visiteur, c'est bien normal. Alors pour ne pas abîmer, il ne faut pas marcher sur le sol. Parce que dans les très vieilles forêts, le sol devient meuble. Alors s'il y a une personne qui passe, ce n'est pas un problème, mais supposez qu'il y ait des files de touristes qui passent chaque jour sur le même sentier, le sol descend, les racines des arbres sont asphyxiées et les arbres meurent. On en a de très nombreux exemples. Alors on ne marchera pas sur le sol, on marchera sur des caillebotiers en bois, 30 cm de haut, 1 mètre de large, c'est confortable, c'est pas un problème. Et de temps en temps, on changera la disposition du caillebotis, bref. Et puis, puisqu'on est un peu dans le rêve, il y a une idée qui nous est venue, c'est de faire visiter cette forêt par la canopée. Nous, on a des petits engins, pas coûteux du tout, totalement fiables, et vous êtes seul là-dedans, sans moteur. Et alors là, ceux qui ont peur des gros animaux, c'est réglé complètement. Eux, ils restent en bas. Qu'est-ce que j'oublie? Non, peut-être rien, je crois. Je vais vous laisser la parole. Ah non, j'ai oublié un truc, attendez. Dans les caractéristiques de la forêt primaire, j'ai oublié ce qui est pour moi presque le plus important, c'est sa beauté. Ça, il n'y a pas besoin de calcul et de mesures compliquées. Vous rentrez dans la forêt et vous dites, mon Dieu, mais je ne savais pas qu'une forêt, ça pouvait être aussi beau. C'est le cas de la forêt de Białowieża en Pologne. Admirable, absolument admirable. Plus la forêt est vieille, plus elle est belle. Remarquez qu'il n'y aura pas besoin d'attendre des siècles pour que ça devienne intéressant, parce que les animaux, vous vous souvenez peut-être du confinement, si on leur laisse la place et qu'on leur fiche la paix et qu'on évite de tirer dessus, ils comprennent très bien et ils viennent. Donc en 3-4 ans, peut-être même moins que ça, les animaux, on pourra les voir. Pas tous. Il y a ceux qui vont arriver par leurs propres moyens, il y a ceux qui y sont déjà d'ailleurs, quel que soit notre point de vue, et puis il y en a comme les bisons, il va falloir les introduire. On n'imagine pas des bisons qui viendraient par l'autoroute, non. Mais par chance, on a en France des fermes à bisons, dans le Massif central, en Aubrac notamment. Donc voilà, le jour où on a besoin de bisons, on se procure des bisons. Et bien à vous, s'il y a des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. C'était une question que je vous avais pendant le repas, on était ensemble. Les problèmes qu'il y a actuellement, donc il y a partout sur la planète de plus en plus d'incendies. Donc qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un incendie dans cette forêt? Un problème très très grave, ça. Comme je vous l'ai dit, on avait pensé initialement s'installer dans le Midi, parce que moi j'habite le Midi. Et puis on a laissé tomber, parce qu'il y a des forêts magnifiques, la Massane dans les PO par exemple, seulement le risque de feu est trop élevé. C'est un projet qui est déjà compliqué, c'est pas la peine de rajouter des difficultés supplémentaires. L'ennui, c'est que même dans le nord de la France, il y a maintenant des feux à des endroits où on n'avait jamais vu ça. Très surprenant pour tout le monde. Donc il va falloir des pare-feux. Des pare-feux très efficaces, et puis sans doute des gardes pour veiller à ce que tout se passe bien. Les pare-feux, jusqu'à présent, vous en avez sûrement vu, c'est des zones nues. On retire tout, même les brins d'herbe, pour que rien ne puisse brûler. Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Nous, on a une autre méthode, je crois que je vous l'avais dit. On va donner ces terres-là à des maraîchers. Ça sera eux. Ils peuvent cultiver ce qu'ils veulent dessus. Ils vont faire du maraîchage. Et bien là, je suis sûr que le feu ne passera pas. C'est beaucoup mieux qu'un pare-feu sans personne.
va poser les questions rapidement pour qu'on puisse en avoir beaucoup. Merci. Bonsoir. 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 Ben, je vais utiliser celui-là. Merci pour votre conférence. Et je vais peut-être paraître bête, mais en fait, je me demandais de quoi vous parliez quand vous disiez qu'on pouvait visiter la forêt par la canopée, du coup, avec quoi? Vous m'entendez? J'ai travaillé pendant 30 ans à sur les canapés et nous avons des petits engins qui dressent une petite bulle qui tiendrait sous le plafond ici. Oh pardon, il n'était pas branché. Une petite bulle d'hélium. Alors il faut commencer par tendre une corde solide sur la forêt, entre deux arbres ou entre le sol et un arbre. Et puis vous vous asseyez sous le petit ballon, c'est un siège d'avion avec une ceinture. Vous bricolez 5 minutes pour que vous n'ayez pas de poids, c'est-à-dire si vous descendez, vous videz une bouteille d'eau, et si vous montez, vous embarquez une bouteille d'eau supplémentaire. Et en 5 minutes, on n'a plus de poids. On peut tout lâcher, on ne monte pas, on ne descend pas. Vous comprenez qu'à ce moment-là, se tirer sur la corde dont j'ai parlé ne présente aucune difficulté. Il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a pas de danger. On est simplement surveillé par un moniteur au sol avec une petite radio pour être sûr que tout va bien. Et ça sera un engin très remarquable. Mais malheureusement, ça ne pourra marcher que pour 4 ou 5 personnes dans la journée, pas plus. Enfin bon. Ça s'appelle la bulle des cimes. Bonsoir. Du coup, moi j'ai une question. Je vous vois pas. Je suis là. Ah oui, ok. C'est sur le développement de la forêt en elle-même, sur comment elles arrivent, les espèces post-pionnières, et la suite. Elles arrivent toutes seules. Elles arrivent toutes seules? Ouais. Elles sont déjà dans les sols ou... Non, elles arrivent toutes seules, apportées par le vent, D'accord. apportées par les oiseaux dans leurs excréments, et même apportées par les insectes. On voit même des fourmis qui baladent des graines. Attendez, un sol laissé libre, c'est soumis à une pluie de graines. Il n'y a pas donc du tout besoin de planter ou de semer quoi que ce soit. Il en tombe même tellement qu'il est exclu que toutes ces graines donnent des arbres. Il va donc y avoir une sélection, ce qui est très bien pour la qualité du résultat. La nature sait faire des forêts depuis bien longtemps. C'est important parce qu'un des problèmes de ce projet, c'est de ne rien faire. Mais non, mais ça a l'air facile. Mais si vous discutez de ça avec des forestiers professionnels, ne rien faire, c'est monstrueux. Pour eux, c'est un abandon, c'est une démission. C'est-à-dire, ils sont dans une position extrêmement anthropocentriste. La forêt n'y connaît rien, c'est nous qui connaissons. Et donc, elle doit se plier à nos exigences et obéir à nos ordres. Moi, ça me fait profondément rigoler. En tant que biologiste, je voudrais juste rappeler qu'il y a des forêts sur cette planète depuis le Dévonien. 350 ou 380 millions d'années, on se demande comment cette pauvre forêt vivait sans nous. Or, d'après les documents fossiles, c'était des énormes forêts avec des arbres absolument gigantesques. Je crois qu'il va falloir abandonner l'idée que l'homme connaît la nature mieux que la nature elle-même. Parce que c'est tout simplement pas vrai. Bonsoir. Bonsoir.
C'était juste une question. Quand tout à l'heure, quand vous avez dit qu'on pourrait visiter la forêt avec des caillebotis. Oui. Mais ces caillebotis, du coup, ils seront en l'air pour... Non, 30 cm, non, mais attendez, si vous avez visité des parcs nationaux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie ou n'importe où, on ne marche pas sur le sol, on marche sur des caillebotis 30 cm au-dessus du sol, et donc voilà, simplement... Oui, mais ce que je veux dire, c'est comment ils sont suspendus. Ils ne sont pas suspendus, ils sont plantés dans le sol. Ah, d'accord, merci. Non, on ne va pas les suspendre. Ah bon? D'habitude, il faut... Il n'y a personne avant moi? Bon, moi, je me demandais si, bon, on a dit donc franco-belge ou franco-allemand. Est-ce que le franco-espagnol, vers la forêt d'Irati, par là au Pays Basque, ne pourrait pas en faire partie aussi? Les Espagnols, c'est très, très intéressant ce qui se passe chez eux. D'abord, c'est un pays tout près de chez moi. Je vois l'Espagne quand il fait beau, et donc j'y vais souvent, j'ai beaucoup d'amis. Et leur réaction, ça a été de dire, si tu le fais chez toi, nous, on le fait chez nous. Ah ben, je leur dis, allez-y, alors là, c'est parfait. Je sais qu'ils sont déjà en train de chercher des grandes forêts entre Madrid et la frontière du Portugal. Et là, apparemment, ils sont en train d'en trouver. Vous savez, je crois que ce qui est peut-être un peu, pas dangereux, mais difficile à contrôler dans ce projet, c'est que s'il marche bien, il va être copié. Et du coup, les coupeurs de bois, c'est là qu'ils ont du souci à se faire. C'est pas parce qu'on les prive de 70 000 hectares, ça va pas beaucoup changer leurs affaires. Mais si ça fait des petits, cette histoire, là, ça commence à les inquiéter. Donc, du coup, ce projet de forêt primaire, et les forêts primaires en général, elles produisent des microclimats et des climats qui altèrent de manière significative l'environnement autour, et aussi le monde, et qui permet de faire des nuages de la pluie. Donc, mais comment ça permet... L'O2 qui est libéré arrive à éventuellement faire devenir l'H2O qui va... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez, c'était très peu connu jusqu'à une époque récente, et c'est une équipe brésilienne, l'Institut de recherche sur l'Amazonie brésilienne, à Manaus, au centre du bassin. Ils ont démêlé ça. En Amazonie, il pleut tout le temps. Enfin, s'il y a 2 jours sans pluie, les arbres commencent à souffrir de la sécheresse. D'ailleurs, moi je vois une journée très chaude sans pluie, les feuilles des arbres, elles sont déjà fanées, on peut dire ça. La pluie, on commence à savoir bien comment ça se passe. Il suffit pas que l'atmosphère soit chargée de vapeur d'eau, il faut qu'il y ait des germes, un germe physique, autour duquel les molécules d'eau s'agglomèrent jusqu'à ce que ça fasse une goutte. Alors, dans nos régions, c'est des grains de poussière ou des grains de pollen. Au-dessus de l'Amazonie, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de poussière parce que c'est comme ça, et il n'y a pas de pollen parce que les pollens sont transportés par les animaux, beaucoup plus que par le vent. Dans nos régions, donc c'est la poussière ou le vent. S'il ne pleut pas au-dessus de l'Amazonie, très rapidement les arbres souffrent, et bien ils ont une adaptation remarquable. Ils émettent dans l'atmosphère des molécules volatiles, on pourrait dire un parfum. Et autour de ces molécules volatiles s'agglomèrent les molécules d'eau qui vont faire des gouttes. On connaît maintenant le détail de cette apparition des nuages et de la pluie. D'accord. Ouais, merci. C'est extraordinaire, en même temps, toutes les solutions sont là, et la mise en œuvre est difficile.
Là, on a eu quelques incendies, notamment au massif de la Clappe. Ah oui. Oui. On voit très bien. Je voulais vous demander, là où l'homme ne peut pas planter, hein, l'homme qui plantait des arbres, on a vu au bout des années les sources revenaient, rejaillissaient. Donc l'arbre et le climat, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous pensez, ou que ce soit une main, comme on lançait des bombes à graines dans la Clappe quand on allait en randonnée, est-ce qu'il est possible de plantation primaire avec des drones? Alors je pense aussi aux calanques de Marseille, ou en Californie aussi. Où ça, Marseille? Aux calanques de Marseille, là l'homme ne peut pas accéder. Oui, les oui, arbres ont brûlé. Oui. Ou aussi en Californie, enfin des endroits immenses où l'homme ne peut pas mettre les pieds. Qu'est-ce que vous pensez de flottes de drones qui planteraient? Est-ce que cette nouvelle façon de planter, est-ce que vous êtes au courant? Oui. Ça vient en complément de tout ce que vous nous dites. Qu'est-ce que vous en pensez de tout Je suis ça? au courant, j'ai entendu parler de ça. Ce qui m'inquiète, c'est pas le drone en lui-même, c'est les graines qu'on va mettre dedans. Parce que comment allez-vous être sûr que ça soit les bonnes graines? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une pluie de graines permanente. Et c'est largement suffisant pour faire une forêt. D'autant plus que quand les arbres commencent à pousser, la pluie de graines, elle continue, elle ne s'arrête pas. Mais un mot sur Giono. Vous aurez peut-être remarqué qu'on appelle ça l'homme qui plantait des arbres, mais il ne plantait pas des arbres, il les semait. C'est très important de voir la différence. Si vous utilisez des plants, 1 mètre, 80 cm, 1 mètre, vous aurez tout de suite remarqué que les racines ont été coupées. On ne peut pas se balader avec des racines qui seraient longues comme la table. Donc les racines sont coupées. Et le jeune arbre, il s'en remet jamais. Une expérience très intéressante qui a été faite maintenant dans plusieurs pays. Vous mettez un plant, comme je viens de dire, puis à côté, vous semez une graine de la même espèce. Évidemment, la graine, on ne voit rien. Politiquement, c'est nul. Mais revenez 3 ans après, eh bien, le semis, il sera beaucoup plus grand que l'arbre planté. Où est-ce qu'on trouve les plus beaux arbres? C'est en forêt, n'est-ce pas? Personne ne les a plantés, personne ne les a semés, d'ailleurs. Ils se sont semés eux-mêmes, avec cette pluie de graines dont je parle. Dans les zones incendies, donc il faudrait faire cette pluie-là. Et donc dans les zones à incendie, qui sont pas, par rapport à l'échelle de la planète, ils ne sont pas beaucoup, mais nous dans le massif de la Clappe, ça représente beaucoup, quoi. Oui. Vous pensez qu'il y a possibilité de faire cette pluie de graines, mais... Ah, mais alors, ponctuellement, sur des zones qui ont été ravagées par l'incendie, ça me paraît tout à fait... C'est plausible, à condition de bien choisir les graines qu'on charge les drones de disséminer. Oui. Il y a aussi les graines qui germent, qui étaient présentes avant l'incendie et qui germent après l'incendie. Ah oui, oui, ça fait souvent germer beaucoup de graines. C'est le cas des séquoias de Californie, ça. Bonsoir, je suis très intéressé parce que, un peu botaniste comme vous, biologiste, par tous les propos que vous avez eus, parce qu'en plus je pratique maintenant dans mon jardin de la permaculture qui avoisine de plus en plus ces possibilités de faire évoluer nos jardins et notre nature. J'insiste à nouveau, comme le jeune homme vient d'en parler, sur la pluie et l'eau. Parce que vous avez dit la forêt primaire est capable de faire des nuages, de la pluie. Il y a toujours faire pleuvoir. Hein. Et vous avez dit tout de suite après, oui mais dans notre département, c'est pas la peine d'essayer de faire des forêts primaires parce qu'on va avoir des incendies. Alors, je me pose la question, en ce moment, quand je vais dans les Corbières, quand je vais de la montagne, on va dire, la proche montagne du département, je vois des forêts partout, qui ne sont pas forcément des forêts secondaires, c'est peut-être même des plantations. Mais ces forêts, est-ce qu'elles produisent aussi des nuages et de l'eau? Bien sûr. Pourquoi ne pourrait-on pas faire des forêts primaires aussi dans un département comme le nôtre pour faire venir un peu plus de pluie? De toute façon, c'est extrêmement simple. Plus vous plantez d'arbres, plus vous aurez de la pluie. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Augmenter les surfaces boisées, c'est la meilleure manière de lutter contre la sécheresse. Peu importe quels arbres c'est, ils ne sont pas censés durer indéfiniment. Et puis, à la limite, peu importe de quelle essence il s'agit, les arbres fonctionnent comme ça. Ils font tomber l'eau.
Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Maintenant, évidemment, une grande surface, ça serait plus efficace qu'une petite. Voilà. J'arrive. Bonjour. Au niveau, comment pérenniser l'idée jusqu'au bout au niveau politique? Parce que 700 ans, dans 700 ans, on ne sait déjà pas ce qu'on va avoir pendant 5 ans ou dans 5 ans. Donc, comment arriver à pérenniser cette forêt au niveau politique, traverser tout ce qui va survenir d'ici 700 ans? Je comprends très bien votre question et vous imaginez bien que je me la pose moi-même. J'ai commencé par dire qu'il y avait dans ce projet un petit peu d'utopie. Forcément, puisque quel sera le climat ici dans 5 siècles? Est-ce qu'il y aura encore l'Europe? Est-ce qu'il y aura encore la France, tout simplement? On n'en sait rien. Donc c'est là que réside l'utopie du projet. Seulement, attendez, moi je tiens beaucoup aux utopies, parce que ceux qui n'en ont pas dans la tête, ils font toujours du surplace. Je suis très attaché aux utopies. Je suis grand admirateur de Théodore Monod, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et il disait une utopie, c'est pas quelque chose qui va pas se faire, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Bon, c'est peut-être un peu lapidaire, parce que n'importe quelle idée, il faut qu'elle soit utopique, mais raisonnable tout de même. Eh bien, laisser la forêt pousser, je crois que c'est raisonnable. Alors, comment ça va se transmettre? Comptons pas sur les politiques, sûrement pas. Parce que, encore une fois, nous ne savons pas entre les mains de qui va tomber la France ou l'Europe. Mais non, mais là, je prends aussi modèle sur la forêt de Białowieża en Pologne. Ça se transmet de génération en génération. Nous avons une association, loi 1901, qui est chargée de se battre pour cette forêt primaire en Europe de l'Ouest. Eh bien, cette association, elle ne va pas baisser les bras. Ils recrutent des jeunes. On est 4400 pour l'instant. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si on était 6000, ça serait beaucoup mieux. J'espère que l'allusion est claire. Tout à l'heure. Non, mais ça va se transmettre par le public, pas par les politiques. Parce qu'effectivement, à chaque élection, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera absolument contre ce projet. Tandis que les citoyens, eux, petit à petit, ils verront que ça marche et je crois qu'ils feront très attention. Enfin, l'utopie, elle est là. Pouvez-vous nous indiquer les facteurs qui ont déclenché le déclin de cette forêt primaire de Pologne? Non, au niveau mondial, parce que bon, l'Europe, la Pologne, c'est une toute petite partie du monde, et je suppose que le problème des forêts primaires, moi personnellement, je le vois plutôt à l'échelle planétaire. Et donc, il y a bien une période à l'échelle planétaire où il y avait beaucoup de forêts primaires, c'est une évidence. Il y a maintenant, nous sommes dans une période où il y a moins ou presque pas du tout de forêts primaires. Il y a donc eu un mouvement, une évolution, comme l'histoire évolue, où le déclin a commencé. Est-ce que l'on peut dater approximativement, quelques centaines d'années près, bien sûr, ce déclin? Et si on peut le dater, est-ce qu'il y a eu des analyses, des études qui ont été faites pour répertorier les facteurs constants pendant cette période-là qui ont déclenché le déclin pour arriver au stade d'aujourd'hui? C'est un peu, si vous voulez, on a... Pour traiter le malade, il faut traiter les causes. Et est-ce que les causes, on peut les énumérer? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Merci. Absolument, et d'ailleurs la solution est très simple. C'est l'exploitation des bois. Ça a commencé, vous demandiez à peu près la date, on peut dire que ça a commencé à la fin de la Deuxième Guerre, avec de la technologie militaire qui était devenue très puissante, qui ne servait plus à rien sur les champs de bataille,
Et maintenant, la forêt tropicale, elle est encombrée de gros appareils avec des chenilles, voilà. C'est vraiment de la technologie militaire. Et ben, c'est l'exploitation. Mais attendez, mettez-vous à la place d'un coupeur de bois. Si vous vous attaquez à une forêt primaire, vous n'avez pas eu besoin de planter les arbres, n'est-ce pas, puisque c'est naturel. Vous payez très mal les gens du pays, parce que c'est des pays pauvres, très méprisés économiquement, donc vous les payez vraiment avec un lance-pierre, et vous imaginez que vous allez pouvoir, effectivement, vous allez pouvoir faire fortune très vite. Donc c'est normal que ça attire les gens, voilà, les exploitants forestiers. Pas tous, hein. Il y en a qui procèdent bien. Mais la plupart, c'est des grosses compagnies internationales qui n'ont aucune préoccupation écologique et qui maltraitent les pays où ils travaillent. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Des grands pays forestiers comme l'Indonésie, maintenant il n'y a pratiquement plus de forêt secondaire. Et il y avait une cause supplémentaire, c'est qu'on coupait la forêt pour mettre des palmiers à huile. Voilà. C'est pas du tout la même chose. On me dit, mais tu rouspètes tout le temps, on coupe des arbres, on remet des arbres, c'est pareil. Non, non, non. Merci. Juste une remarque par rapport à l'Espagne. Vous parliez de l'Espagne, mais l'Espagne a détruit presque toutes ses frontières, ses forêts depuis des siècles. Et c'était donc à cause de l'exploitation du bois et de l'élevage. Oui, c'est ça, ils dégageaient pour l'agriculture. Exactement. Pour en revenir au projet dont vous parlez, je suppose que vous avez déjà vu où cette forêt pourrait s'installer. Ben, pour l'instant, il y a un dernier choix, mais encore une fois, c'est pas à nous de le faire, on n'est pas légitime pour ça. C'est transfrontalier avec la Belgique ou transfrontalier avec l'Allemagne. Moi, les deux me conviennent. Et ce sont des terres où il y a des forêts déjà? Bien sûr, bien sûr. Donc, on va garder ces forêts. Ben, absolument. Donc disons que le projet va être plus rapide dans la mesure où ces arbres sont déjà grands. Ça dépend de l'âge des arbres qu'on va trouver au départ. Ça, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous le dire pour l'instant. Parce que vous n'avez pas cerné ce territoire encore. Si, on y est allé plusieurs fois. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on trouve aisément, que ce soit en Belgique ou en Allemagne, des surfaces de 70 000 hectares, sans village, sans route, sans ligne à haute tension, etc. Donc, ça sera extrêmement simple de s'installer là. D'accord, donc on va juste retirer les bancs, les barrières, les panneaux pédagogiques qui m'emmerdent à un point que je ne peux pas dire. Et voilà, tout ça va disparaître, mais c'est tout, c'est pas compliqué. Et donc il n'y a pas de village qui soit... Ah non, 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 non. D'accord. Bien, merci. Moi, je voulais poser la question de comment concilier ce projet avec les activités humaines, parce qu'on a l'impression que vous présentez un projet où l'homme n'a plus trop sa place. Quelque part, si on exploite la forêt, c'est parce qu'on utilise sa ressource. Donc, où on trouve la ressource qu'on n'aura plus, voilà. Que ce soit le bois. Je suis certainement passé trop vite là-dessus. Il y a un principe qui nous guide, toute mon association. Nous ne léserons personne. Alors effectivement, les coupeurs de bois, ils seront priés de ne pas travailler dans nos 70 000 hectares. Enfin, ce n'est pas une surface comme ça qui va gêner l'industrie du bois. J'ai oublié de dire qu'autour de ces 70 000 hectares, il y aura une zone tampon. Il y a toujours une zone tampon, comme autour des parcs nationaux. Et là, ils pourront travailler autant qu'ils veulent. Et sur le long terme, là, ça ne sera pas la zone centrale. Bon, alors, il y aura, vous avez raison, forcément des gens qui vont devoir modifier leur travail ou même le changer. Mais comme je l'ai dit, il y a des systèmes de compensation qui ont déjà fonctionné, qui sont d'ailleurs du ressort de l'État. Et
va faire appel à ça. Il faut dire aussi que dans le Grand Est, là où nous allons nous installer, l'exploitation forestière, elle n'est pas en bon état. Hein. C'est assez lamentable quand on est écologiste de voir ça. Ils exploitent des arbres de tout petit diamètre. Pourquoi? Parce que leurs scies ont ce diamètre-là. Les gros arbres, ils ne peuvent pas les couper parce qu'ils n'ont que des petites scies. Et donc, il y a des rotations très très rapides avec des coupes à blanc. Sur le plan écologique, c'est monstrueux. Donc, je crois qu'en réfléchissant un peu, on peut même les amener à améliorer eux-mêmes leurs propres techniques. Et ça, quand on en discute, c'est un discours qui passe bien. Ils ont des idées, mais il faudrait avoir l'occasion de les mettre en pratique. Bon, je ne dis pas que tous les problèmes sont résolus, mais bon, si on accumule tous les problèmes, on ne fera jamais rien. J'aurais aimé savoir sous quelle forme de statut est-ce que ça peut être envisageable de créer ces zones justement. Est-ce que c'est un statut qui est déjà existant ou est-ce qu'il va falloir créer un nouveau statut de protection? Vous avez raison, vous avez raison. C'est totalement nouveau, même pour les juristes, de devoir travailler sur cette échelle de temps. Bon, moi je ne suis pas juriste, je leur laisse le soin, mais il faudra effectivement, comme vous dites, trouver un statut original pour ce genre de forêt. Oui. Ils n'ont pas l'habitude de travailler sur des siècles. Hein. Mais pourtant, la nature, c'est ce qu'elle fait. Bonsoir. Avec... Je suis là. Ah oui. Avec l'équivalent d'un département français qui est bétonné tous les 10 ans, oui. On a vraiment une très forte concurrence entre l'usage des terres, enfin du foncier globalement en Europe de l'Ouest. Et on peine déjà énormément à conserver des terres agricoles. Je me demande qu'est-ce qui va protéger ces 70 000 hectares de la pression foncière, en fait, qui va faire que s'accentuer dans les siècles à venir. Et j'entends que ça ne va pas coûter énormément ce projet, mais ça va quand même coûter du coup le dédommagement des personnes qui ne peuvent plus exploiter. Je me demande à quel moment cette balance, elle va, enfin jusqu'à quel point elle va tenir cette balance face à la pression de la concurrence sur le foncier. Oui, attendez. Le premier élément de réponse, c'est qu'on ne va certainement pas s'installer sur des terres agricoles. On va s'installer dans des forêts domaniales ou communales. Donc, une forêt, le propriétaire est public, ce n'est pas des privés à qui il faudrait acheter le terrain. Et ça ne manque pas. Dans le Grand Est, il y en a beaucoup. Je sais pas, ça vous rassure? Pas tellement. En fait, il me semble que globalement, la ressource en bois va être de plus en plus prisée avec l'augmentation du coût des matières premières. Enfin, que globalement, de toute façon, on est face à un énorme changement, un chamboulement de civilisation en vue. On a la question énergétique qui est très 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 loin d'être réglée. Et le bois étant une ressource énergétique, je m'attends à ce qu'à un moment, il y ait une pression sur les forêts, y compris les forêts françaises, même si aujourd'hui, elles vivent une pression à peu près tenable. Ça me semble un scénario tellement plausible que je me demande quels sont les garde-fous pour maintenir ce projet de forêt primaire. Ce qui est plausible, d'après vous, c'est que ça soit détruit. Mais en tout cas, que la ressource en bois devienne une ressource très précieuse et donc très convoitée et donc très difficile à protéger. Mais écoutez, en France, il y a des quantités de plantations d'arbres monospécifiques. Je pense au Limousin ou au Morvan avec des sapins de Douglas, par exemple. Voilà, on a tout le bois qu'on veut, là. Non? Vous ne pensez pas que c'est utilisable? Ça ne peut pas servir à grand-chose d'autre parce qu'il n'y a pas de biodiversité du tout là-dedans. Bonjour. Une question, ce type de projet a dû être certainement chiffré. Combien ça représente financièrement, d'une part, et est-ce qu'à l'international, est-ce qu'à l'international, au-delà de l'Europe, est-ce qu'il y a des projets similaires? Puisque ce que je comprends, c'est que le rapport à la nature, bien sûr, mais la ressource eau,
finalement, est une ressource qui permet la vie et que dans les années à venir et les siècles à venir, on aura des mobilités de population liées à la crise climatique et à... Donc, est-ce que votre projet n'est pas finalement un projet qui pourrait se développer à l'international et dans des pays très chauds, par exemple? Voilà. Et quel coût ça a? Et est-ce que ça intéresse d'autres pays que d'autres continents que l'Europe? Je commence par cette partie-là de la question. C'est un projet totalement unique. On n'a pas, personne d'entre nous n'a entendu parler d'un projet équivalent, que ce soit dans les tropiques ou dans les régions tempérées. Détruire la forêt, on sait le faire. Refaire des forêts primaires, on n'a jamais essayé. Ça a été fait à titre expérimental dans les tropiques, ça se fait assez vite, on sait voilà. Bon, alors le prix. Ne rien faire, ça ne devrait pas être très coûteux. Mais non, mais réellement, c'est ça. Une fois que la parcelle sera choisie, une fois que les gardiens seront là, que le pare-feu sera là, on ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez payer? C'est pas un projet coûteux, c'est la nature qui travaille pour une fois, c'est pas nous. Non, ça vous suffit pas comme question? Ben allez-y, j'aimerais la connaître. Je pense que ça a un prix. Il y a quelqu'un qui l'abordait tout à l'heure. Ah pardon. Il me semble que laisser des terres comme ça, sans rien. Il y a de la forêt tout de même. Oui, mais le chaud, il y a la forêt à la base. Donc il faut forcément un endroit où il y a une forêt. Oui. C'est la première question. Oui, oui, bien sûr. Donc on ne peut pas imaginer ce genre de projet dans des territoires très arides, sans forêt à la base. Si, on pourrait le faire, si, parfaitement. Mais alors ça va être beaucoup plus long, bien sûr. Parce que, mais pas coûteux, puisque c'est la nature qui agit, c'est tout. Dans des régions très arides, je ne sais pas si vous pensez peut-être à la ceinture verte de l'Afrique, oui. Là il va falloir amener des graines, parce que pour qu'il y ait une pluie de graines, il faut qu'il y ait une forêt pas trop loin. Et là, il n'y en a pas du tout. Ça peut être coûteux. D'ailleurs, si ça ne marche pas, c'est qu'on a chargé des pays pauvres de faire ça sans les aider financièrement. Mais dans nos régions européennes, ce n'est pas du tout la même problématique. De rien faire. Oui, moi j'ai juste deux petites questions. Déjà, bon, 700 km, 700 km avec les dégâts du gros gibier sur les cultures autour, par exemple. Vous n'avez pas peur que ça fasse des histoires? Bon, après, il y aura les zones tampons où on pourra peut-être chasser, mais 700 km avec les animaux laissés un peu comme ils veulent, ça risque peut-être de générer Vous parlez de la zone centrale des 70 000 hectares là? Oui. Parce que ça va faire une énorme réserve, et comme en ce moment, bon, le gros gibier, les cultures, tout ça, les sangliers et autres, ça augmente, c'est énorme. Il y a une chose qui rassure un peu les chasseurs, parce qu'on est allé à l'école de chasse et à chaque fois on discute avec des fédérations de chasse. Le domaine ne sera pas clos, parce qu'il faut laisser les animaux rentrer. Et il ne sera pas clos parce qu'il faut aussi les laisser sortir. Parce qu'une forêt primaire, c'est une formidable source de gibier. Et donc, ça va enrichir toute la région. Ça, je crois que les zoologistes sont tout à fait d'accord avec nous. Et ça rassure d'une certaine manière les chasseurs. Bon, dans le fond, la forêt sera beaucoup plus riche qu'avant. Que ce soit les plantes ou les animaux. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter de ça, mais... C'était juste pour avoir votre sentiment là-dessus. Non, dégagez-vous. Juste une petite remarque. À plusieurs reprises, vous avez parlé dans ce que vous disiez, notamment sur les panneaux où on explique la nature, tout ça, dans les parcs et tout. Vous disiez que vous détestiez ça. Oui. Vous me faites penser à François Terrasson. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Attendez, Terrasson, vous l'avez connu? Non, mais j'ai lu ses livres. Parce que moi, je l'ai connu, j'ai eu cette chance.
Et j'étais tout jeune chercheur, il m'a dit « Tu aimes la nature ? Eh ben, fous-lui la paix. » C'était Terrasson, ça. Merci. Et il avait parfaitement raison, mais la difficulté pour nous, c'est de foutre la paix à la nature. Très difficile. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Est-ce que la finalité de votre... D'abord, quelle est la finalité de votre projet? Parce qu'en fait, je ne suis pas certaine de l'avoir bien compris. Et est-ce que vous avez ce projet, comment dire, pour servir... pour être une sorte de sanctuaire pour que les scientifiques du monde auraient une sorte de terrain de jeu à observer? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que vous êtes dans l'idée que plusieurs pays reproduisent ce modèle? Ou est-ce que... Je n'ai pas compris totalement la finalité de votre projet. Normal, j'en ai pas parlé. Mais je vous avais déjà Mon projet, et celui d'ailleurs de tout le groupe avec lequel je travaille, c'est de constituer un patrimoine pour les générations futures. Voilà, moi je voudrais laisser à mes successeurs une forêt beaucoup plus belle que celle que j'ai trouvée en venant au monde. Un patrimoine vivant, voilà, qui va se transmettre. Une fois que la forêt primaire est créée, elle vieillit plus. Hein. Donc c'est un patrimoine de très longue durée. S'il vous plaît. Attendez que je passe le micro, parce que sinon, c'est pas une conversation. Comme vous l'avez dit au début, c'est un tout petit territoire. Donc, ce patrimoine que vous voulez transmettre, que vous voulez recréer, il est à l'intention de qui? Oui, mais je comprends bien, des générations futures, oui, mais c'est même pas une goutte d'eau, c'est une micro-goutte d'eau. Donc, qui pourra savoir que ça existe? Alors là, vous ne cassez pas. Ben, je sais pas, moi, ça me semble... Le défilé incessant de gens du monde entier qui venaient voir la forêt de Białowieża en Pologne avant qu'elle soit en mauvais état. Mais majoritairement des chercheurs, des non, scientifiques. Bien sûr que non. Mais les chercheurs, eux, ils vont rester longtemps et ils vont travailler des choses très minutieuses dans des points précis de la forêt. On ne peut pas parler d'un terrain de jeu pour eux, mais enfin, c'est intéressant pour eux de savoir comment une forêt secondaire se change en forêt primaire. Ça, nous ne le savons pas du tout parce que en Pologne, les chercheurs sont tombés sur une forêt primaire qui existait déjà. La genèse de cette chose-là, ça reste à étudier. Alors ça, et puis un patrimoine, voilà. Non, ça doit servir à quelque chose, une forêt? Ah, j'aimerais bien savoir ce que vous mettez derrière les deux. Bon, d'accord. Puisque c'est l'exploitation du bois qui est la cause de la disparition des forêts, actuellement sur le marché on trouve des labels qui certifient la production du bois. Et je voulais savoir ce que vous pensez de la valeur ou de la fiabilité de ces labels. Il y a un label qui s'appelle FSC, Forest Stewardship Council, très populaire, je crois que c'est le plus important au niveau mondial. C'est effrayant, parce que j'ai assisté à la naissance de ce label, j'étais déjà dans les forêts tropicales à l'époque, c'était très bien au début. Parce que les gens du FSC, ils débarquaient à l'improviste dans les chantiers d'abattage, et donc ils voyaient les choses telles qu'elles étaient. J'ai appris maintenant que ça a complètement changé. Ils annoncent leur visite. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les directeurs de chantier? Eh bien, quand il y a une zone où c'est très mal fait, ils font tomber un arbre en travers de la piste, ce qui est pas compliqué, et aux gens du FSC, on leur dit, bah, écoutez, on est désolé, mais là, il y a un arbre qui est tombé cette nuit et on ne pourra pas y aller. Par contre, ils ne voient que des zones très bien traitées. Et puis, non, alors maintenant, le FSC, je ne lui fais absolument plus confiance. Ils sont allés jusqu'à couper les forêts pour mettre des monocultures de pin dans les pays tropicaux d'Afrique de l'Est.
bon, je ne peux pas qualifier ça. Ça démarre bien et ça se termine très mal, ces choses-là. Alors il y en a un en France qui est plutôt francophone, qui s'appelle PEFC, mais je le connais beaucoup moins, je ne sais pas. Oui, bonsoir. Donc il y a le gouvernement qui a annoncé il n'y a pas longtemps vouloir nous préparer à un monde à plus 4 degrés en 2100. Oui. Qu'est-ce qui restera des forêts européennes si on arrive à ça? Et est-ce que ce projet sera toujours viable? Oh, ben ça, écoutez, alors là, les arbres, ils craignent pas 4 degrés de plus, hein. Si vous voulez voir la répartition des arbres sur cette planète, c'est pas compliqué. Là où il y en a le plus, où ils sont les plus beaux et les plus grands, c'est sous l'équateur. Si vous vous éloignez de l'équateur vers le nord ou vers le sud, il y a de moins en moins d'arbres. Ici, on est à moitié route entre l'équateur et le pôle, donc on est encore assez bien pourvu. Non, la chaleur en soi-même, moi je m'inquiète pas du tout pour les arbres, je m'inquiète pour nous. Attendez, il y a un détail scientifique qui vous a peut-être échappé, mais qui me paraît très important. Nous avons un génome, n'est-ce pas, l'être humain? Chacun a le sien. Tout ça, c'est le génome humain, mais il n'y en a pas de pareil. Un arbre, on était parti sur l'idée qu'un arbre, c'était comme ça, un seul génome. On sait maintenant que c'est totalement faux. Un très grand arbre, c'est des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de génomes. Alors, ils sont tous dans l'espèce de l'arbre en question. Il n'empêche que ça constitue dans cet arbre-là une formidable réserve de variabilité. Je pense que les arbres vont réagir beaucoup mieux que nous en face des changements climatiques parce qu'ils ont justement la variabilité qui convient. Maintenant, j'ai pris l'habitude de regarder ces choses-là. Regardez des pins, par exemple, vous allez en voir qui ont à mi-hauteur, le sommet se courbe. Et ça, c'est l'ancien génome. Et puis dans la courbe, il part un autre pin tout droit qui a un génome différent et qui est probablement mieux adapté au nouveau climat. C'est très important d'enregistrer le fait qu'un arbre, ça a des quantités de génomes. Bonsoir. Vous avez dit que vous laissez faire la nature, mais en même temps, vous voulez intégrer des espèces animales. Alors comment faire pour ne pas faire de bêtises? Pour ne pas intégrer des espèces animales qui peut-être s'adapteront moins bien, ou comment choisir ces animaux-là? Bah écoutez, on ne les choisit pas. On connaît très bien quelle était la faune, je ne parle pas des petites bêtes, hein, mais des gros animaux de la forêt primaire européenne. On a la liste, on sait très bien. Non, on ne va pas introduire n'importe quoi. Cette liste, elle est connue. Et on n'en sortira pas. Les bisons de l'Aubrac, ils iront en Allemagne sans problème. Mais à Bielowieża, qui est un peu ma référence pour l'instant, en Pologne, ils ont amené les bisons. Ils ne sont pas venus tout seuls. Oui, ça ne pose pas de problème. C'est très bien les bisons. Moi, j'aime beaucoup ces bêtes-là parce qu'ils font des clairières dans la forêt. Ils aiment bien la forêt, mais ils n'aiment pas dormir sous les arbres. Donc ils se débrouillent en s'y mettant à plusieurs pour créer des clairières. Et le gros avantage, c'est que toute la flore des clairières, notamment les orchidées, vous les trouvez là-dedans. On a grand besoin des bisons. Et vous ne serez pas déçus en les voyant d'ailleurs. Moi, j'avais bonsoir. Moi, j'ai une question concernant revenir sur le thème de la forêt et de la pluie. Et je voulais savoir s'il y a une différence entre des forêts de feuillus et des pinèdes hein, au niveau de la quantité de pluie qui est produite. Certainement les forêts de feuillus. Les résineux, ça a un gros avantage, c'est que comme ils ont leurs feuilles toute l'année, il suffit que même en plein hiver, il y a une température un peu douce et du soleil, et ils commencent à photosynthétiser. Ce que les feuillus, bien sûr, ne peuvent pas faire, puisque à cette époque-là, ils n'ont pas de feuilles. Mais sinon, les feuillus ont une surface foliaire beaucoup plus grande que les résineux, et donc pour ce qui est de faire tomber la pluie, c'est de très loin ce qui est le plus efficace. Ce problème-là a été étudié dans les tropiques, comme je l'ai dit, au centre du bassin amazonien. Là, il n'y a pratiquement que des feuillus. Donc là, autant que ce soit la réserve maritime de Banyuls ou celle de la Guadeloupe,
On voit que c'est magnifique de laisser faire la nature, y compris la nature sous-marine, et non pas simplement que la nature qui est au-dessus. Et bravo. À mon tour de vous remercier d'avoir fait allusion aux réserves sous-marines. C'est extrêmement spectaculaire à quelle rapidité la faune sous-marine se réinstalle quand on lui fiche la paix. Voilà. Et donc ça sert de source de gibier sous-marin pour toute la région. Ça va être pareil. Je donnais l'exemple comme bétonisation, comme artificialisation des sols, la plateforme logistique qui va se développer à quelques kilomètres d'ici. La méthanisation, en effet, il faut s'en méfier. C'est encore bien pire que le dioxyde de carbone. Enfin, c'est pas la faune qui sera là-dedans qui va méthaniser beaucoup. Ou est-ce qu'il y a d'autres sources de méthane que je connais pas? Non? Ah, bétonisation, pardon. Ah non, mais là, alors là, on sera très, très, très énergique. Pas de béton. Vous avez parlé de la forêt polonaise et qui est en danger. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement polonais actuel, c'est en marche arrière. Voilà, c'est un gouvernement effrayant. Pas seulement dans le domaine de la sensibilité écologique. Hein. Si vous regardez le rôle qui est fait aux femmes, etc. Enfin bref, il est question de les sortir de l'Europe. Mais depuis la guerre en Ukraine, on réétudie la question. Non, c'est un gouvernement que l'écologie mondiale n'intéresse pas. Ça n'existe pas pour eux. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font pour détruire cette forêt? Ils coupent les arbres, ils vendent le bois. Quand vous voyez les chênes qu'il y a là-bas, et quand on sait le prix du mètre cube de bois de chêne, on comprend qu'ils vont se faire beaucoup d'argent. Ils le vendent à qui? Aux Chinois? Je pense, oui. Les Chinois sont très avides, parce que les Chinois, ils ont tout coupé chez eux. Ils n'ont plus que des boisements de bois à croissance rapide, donc... Non, mais eux, les Chinois, ils coupent ailleurs. Ah bah, ils ont des chantiers chinois, moi j'en vois dans le monde entier, oui. Et il n'y a pas moyen de sauver cette forêt qui existe parce que... Celle de Pologne? Eh oui. Il faudrait convaincre le gouvernement polonais. Moi j'aime mieux travailler à un autre projet. Enfin, je ne sais pas, mais comment voulez-vous qu'on se batte avec un gouvernement polonais qui ne veut pas entendre le moindre intérêt à l'écologie? Non, mais il va peut-être modifier la Constitution pour pouvoir durer plus longtemps que prévu. C'est peut-être aux Polonais de s'en occuper. D'abord. Bon. Oui, pardon. Vous avez parlé des 3 vagues floristiques pour créer la forêt primaire. Donc les pionnières, la secondaire, avec, vous avez parlé du tilleul et du frêne. Quelles seraient les essences du coup de la 3e vague? Et est-ce que cette essence, du coup, la longévité de cette essence d'arbre est plus longue dans des forêts primaires que dans des forêts non primaires, j'imagine? Oui, alors, la 3e vague, les détails, il ne faut pas me les demander puisqu'on n'a jamais vu. Nous savons que la 3e vague, ça sera essentiellement des fagacées. Voilà, la famille du chêne et les gens qui gravitent autour des chênes. Alors, ça allonge la vie des arbres puisqu'ils deviennent tellement grands et tellement gros. C'est pas que l'espèce a changé, c'est simplement que l'environnement de la forêt primaire avec des très bons sols très humides, ça permet aux arbres de vivre très longtemps. Les chênes, on commence à réaliser que c'est une espèce, une essence immortelle. Ça mérite d'aller voir Kew Garden, dans la banlieue de Londres, 2 stations de métro depuis le centre de Londres, et là vous avez des chênes qui sont immortels. En fait, le chêne est tellement vieux qu'il s'est changé en un clone de chêne, et il n'a aucune raison de mourir tant qu'il aura de la place pour augmenter. Ça peut vivre très très longtemps, ces plantes-là. Ce que je voulais dire, c'est que la forêt ne vieillit plus. Dans une forêt primaire, il y a des arbres qui atteignent la limite d'âge et qui tombent. Et ben, dans le Chablis, on repart à zéro avec des pionniers, puis des post-pionniers, puis la forêt elle-même. Et ça n'a pas de raison de s'arrêter, puisque c'est
pointilliste, c'est pas toute la forêt en même temps. C'est assez astucieux, vous savez. J'ai une autre question, c'est concernant la gouvernance, votre équipe avec qui vous travaillez pour faire ce projet. Alors on a créé l'association il y a 3 ans et j'ai eu la grande chance de tomber sur un secrétaire général qui s'appelle Éric Fabre. C'est à lui qu'il faut s'adresser si vous voulez le moindre renseignement sur ce projet. Il y a le site de notre association, on me dit qu'il est très bien fait, ça je crois que c'est vrai. Il y a des très bons informaticiens qui se sont branchés là-dessus. La gouvernance, pour l'instant, c'est Éric Fabre et moi. Il n'y a pas grand-chose à gouverner, hein. À part nous-mêmes. Une question ici. Une autre utopie, en imaginant de l'agroforesterie sur toutes les parcelles agricoles françaises, est-ce qu'on pourrait imaginer une pluie régulière sur tout le territoire? Alors, donc de l'arbre partout, oui, sur la parcelle agricole, quoi. Je comprends, j'ai une grande passion. Hein, de l'agroforesterie. Oui, oui, j'ai une très grande passion pour l'agroforesterie, j'ai trempé là-dedans depuis le début. Et dans la zone tampon, la buffer zone qui sera autour de notre cœur de projet, on envisage de mettre de l'agroforesterie. Alors, effectivement, ça attire autant l'eau que n'importe quelle forêt, parce que c'est pas une question d'essence, c'est uniquement la surface foliaire. Donc on pourrait effectivement, si on répandait l'agroforesterie, ce que je souhaite vivement, on pourrait effectivement améliorer notre climat. Un point très intéressant concernant l'agroforesterie, et qui n'est pas assez connu, c'est qu'un agriculteur français qui se lance dans l'agroforesterie, il peut aisément recevoir de l'aide financière de la Commission européenne. Voilà. Merci. Bonsoir, merci. Et je voulais savoir, parmi les forêts primaires restantes dans le monde, y en a-t-il par chance qui sont gérées, enfin, qui sont encore préservées? Il m'a semblé voir qu'il y en avait un peu en Russie ou au Congo. Ah, oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une exception dans la règle? Non, il y a encore d'immenses forêts primaires. Seulement, la Russie, moi je pense au Grand Nord québécois, au Grand Nord canadien. C'est d'énormes forêts primaires, mais c'est très très peu d'espèces d'arbres. C'est le même arbre ou 2 ou 3 espèces d'arbres à des millions d'exemplaires. Ça n'a pas du tout l'intérêt biologique d'une forêt primaire qui serait située à la latitude de la France, et encore moins d'intérêt biologique qu'une forêt primaire tropicale. Mais enfin, ça existe, oui, oui, on a encore des quantités de forêts primaires. On évoquait celle de la Terre de Feu aussi. Oui, mais là je pense qu'elle n'est pas très grande, ni très haute. Très haute. Voilà. Oui. Moi, je me pose une question qui est vraiment personnelle, je pense. J'entends dans beaucoup de questions beaucoup de dualité entre l'humain d'un côté et la forêt de l'autre. Est-ce que le but ultime, ce serait pas de resolidariser tout ça, parce qu'on est quand même, on est issu de ça. Enfin, je pense pas qu'il y ait l'humanité d'un côté et le reste de la vie de l'autre, en fait. Je sais pas si c'est clair. Si, je vois très bien ce que vous voulez dire. Écoutez, la situation, pour l'instant, elle est comme ça. Et la plus grande partie de l'humanité se moque totalement de la biodiversité. Ça ne leur évoque rien. Notamment les gens qui vivent en ville dans des mauvais logements. Bon. Alors, je suis de votre avis, il faut renouer, retisser des liens entre l'homme et la nature. Mais il me semble que ça fait partie de mon projet. Voilà, parce que les visites seront très abondantes. Et là, voir une nature aussi belle. Attendez, oui, la beauté m'intéresse beaucoup dans cette histoire.
Parce que une forêt primaire, si vous voulez mesurer les ions minéraux dans le sol, on peut le faire, mais c'est des mois d'études. Si vous voulez établir la biodiversité dans une famille de coléoptères, il va falloir aussi des mois d'études. Tandis que la beauté, vous entrez dans la forêt, vous la voyez, tout le monde la voit. D'ailleurs, j'ai eu quelques comparaisons que j'aimerais vous citer. Des étudiants de Montpellier. La forêt primaire est à la forêt secondaire ce qu'un grand champagne millésimé, servi frappé dans une haute coupe de cristal, est à un coca tiède dans un gobelet en plastique. Mais il y a bien pire que ça, attendez. Ça, c'est européen. Mais James Balog, un forestier nord-américain qui travaille dans le canyon du Colorado. Qu'est-ce qu'il dit, Balog? La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. C'est un peu rude, hein, mais il s'exprime souvent comme ça. Mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est dégradé. L'essentiel est parti. Les grands arbres sont partis vers des scieries et les grands animaux ont été tués. Bon. Et pourquoi je me raccroche à ce critère de la beauté qui me paraît immédiatement perceptible? Oui, donc pour résumer, donc vous avez parlé de beauté, vous avez parlé d'écologie, vous avez parlé de CO2 qui est capturé, d'O2 qui est transmis. Et alors je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez des forêts de panneaux photovoltaïques? C'est drôle de faire des panneaux photovoltaïques parce que les feuilles, ce sont des panneaux photovoltaïques qui coûtent rien. C'est exactement la même chose. Elles sont simplement un peu plus petites. Non, bah écoutez, j'ai pas d'opinion. Je pense qu'il y a des gens qui se remplissent les poches avec ça, alors que les feuilles, c'est gratuite. Voilà. J'avais une question, mais plus technique, concernant la topographie de la forêt. Sera-t-elle traversée par des rivières? Oui, j'espère. Et quelle est l'action en amont, en aval de cette rivière pour la forêt primaire? C'est clair qu'on ne va pas contrôler la teneur de l'eau, ça c'est pas possible. Mais dans le Grand Est, c'est assez bien. Hein. La Meuse, on commence à pouvoir se baigner dedans, peut-être pas partout, mais ils font très attention à leur cours d'eau, les gens du Nord-Est. Et puis ça manque pas d'eau aussi, hein. Il pleut là-bas. Ouais. Mon père s'est baigné dans la Meuse. Oui, oui, pourquoi pas. Y a-t-il... Oui. Oui, bonsoir. Alors, peut-être vous l'avez précisé en début de conférence, mais est-ce que ce projet a été présenté auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État? Et si oui, comment il a été reçu? Oui, il l'a été, bien sûr. Assez rapidement, on a été invité par les conseillers de Madame Borne et par les conseillers du président Macron. Et donc, on les a vus, d'abord séparément, parce qu'ils ne se plaisent pas trop les uns avec les autres. On a fini par les faire se réunir dans un restaurant, on a mangé tous ensemble. Et l'impression qu'on en a retiré, Éric Fabre et moi, c'est que ça les intéresse. Et ils nous ont promis qu'ils allaient plaider en faveur de ce projet auprès de leurs patrons respectifs. Et donc vous croyez à ces promesses? Parce que moi je trouve votre projet merveilleux, fantastique, enfin, voilà, je suis admirative, mais en même temps je me dis il y a des tas de forêts qu'on est en train de détruire pour bétoniser. Bétoniser. Oui, bétoniser. Par exemple, il y a une forêt dans la montagne Noire qu'on va détruire. Alors peut-être c'est quelques hectares, c'est rien du tout, mais pour nous c'est important pour faire un projet immobilier golfique qui n'a aucun sens. Et donc je voulais savoir, vous,
comment vous percevez toutes ces destructions de forêts? Alors, je suis submergé par des lettres me demandant d'intervenir pour empêcher une déforestation. Il y a malheureusement... Peut-être vous écrire alors, sans freine de plus. Il n'y a malheureusement pas de solution miracle, mais il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle a marché dans plusieurs endroits. Vous mettez sur vos arbres les noms de gens célèbres. Voilà, un arbre qui est marqué Juliette Binoche, on ne va pas la battre. Et Isabelle Borne. Ah non, il faut bien choisir. Il y a une autre solution qui est peut-être plus efficace encore. Faire un grand article dans les journaux nationaux, comme Le Monde ou Le Parisien. Voilà. Et bien ça, c'est pas très compliqué, hein. C'est fait. Et ça n'a rien donné. Pas dans le monde. Mais pourquoi vous pouvez forcément prendre contact avec un journaliste du Monde? Ils sont à la recherche de choses comme ça, surtout en ce moment. Le Monde publie des pages entières sur les arbres et les forêts. S'il y avait une exaction dans un village français, je crois qu'il serait très intéressé. Non, il faut viser, il ne faut pas que ça se traite localement, ça. Les élus locaux, ils sont très sensibles à l'opinion nationale. Bon, bah écoutez, merci beaucoup et bonne nuit.